Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette première vidéo du cours de culture générale que j'ai donné la semaine dernière. Mon nom est Pierre et je suis un enseignant de culture G depuis une dizaine d'années dans différentes écoles privées à Paris. Et cette année, j'ai décidé de m'enregistrer pour permettre à mes étudiants de revoir le cours euh, tranquillement chez eux quand ils en ont l'occasion, soit parce qu'ils ont juste envie de me réécouter, soit parce qu'ils ont été absents ou en retard et ont perdu une partie entre-temps. Voilà, donc il y aura 2 vidéos par cours et il y aura 8 cours puisque le cours dure 8 semestres. Donc ce fera 16 vidéos en tout. Et je m'excuse pour le caractère peut-être un peu approximatif de l'organisation vidéo et son, mais je découvre et donc j'imagine que ça va s'améliorer au fur et à mesure des séances. J'ai décidé de faire 2 vidéos de 2 fois 20-25 minutes plutôt qu'une grosse vidéo de 50 minutes, histoire que ce soit un peu plus digeste et un peu plus facile, à la fois pour moi à produire et à la fois pour vous à écouter et apprendre. Voilà, alors on y va, on se lance directement. Si je réussis bien sûr à reprendre la main sur cette chose. Voilà. Alors le premier cours, j'ai décidé de le consacrer à la définition de ce qu'est la culture générale, c'est pas évident, et avec cet objectif en tête, de faire un petit voyage déjà historique sur l'histoire de cette notion, l'histoire de ce genre de cours, puisque on peut remonter jusqu'à l'Antiquité en fait, sur le besoin à la fois de maîtriser un certain bagage culturel, on va dire, minimum, mais également sur ce qui a toujours été le cas, à la fois sur le fond et sur la forme, c'est-à-dire on enseigne à la fois des éléments d'information, des éléments comme des dates, des faits marquants, des éléments historiques et culturels, mais également un savoir-faire en termes de présentation, en termes d'argumentation, en termes d'écriture ou de présentation orale. Et c'est quelque chose qui est très ancien. Donc là, cette vidéo, on va uniquement faire en 20-25 minutes cette première partie du cours, la culture G depuis l'Antiquité. On va voir dans un premier temps en quoi appartenir à une culture, ce qui est le fait de tout être humain, n'est pas tout à fait la même chose que être cultivé. On sent qu'il y a une petite tension entre les deux termes. Et ensuite, l'histoire longue de la rhétorique, c'est-à-dire depuis des millénaires, on considère que des jeunes personnes entre 18 et 23 ans, lorsqu'elles font des études supérieures, en viennent à un moment donné à avoir un cours sur la forme à donner à son expression publique ou à son expression écrite. Donc on intègre des normes et l'intégration de ces normes a été un projet, on va dire, constant, à la fois perdu, retrouvé, et on va voir à peu près comment. Et dans la seconde vidéo, nous verrons un petit peu pourquoi poursuivre un cours de culture générale en 2025, pourquoi faire, et on va voir ensemble un petit peu que c'est à la fois une compétence sociale et professionnelle, surtout dans certains métiers, et également une compétence civique. Et là, ça veut dire qu'il y a à la fois une dimension de besoin ou d'ambition personnelle, individuelle, de développement de soi, mais également pour l'État, pour la collectivité, le fait d'avoir des citoyens qui ont une bonne culture générale ou une culture générale suffisante, eh bien ça peut être un véritable besoin vital pour faire fonctionner les institutions. On va voir un petit peu en quoi. Alors, d'abord le problème du mot culture ou de la notion de culture. Je sais que c'est un peu surprenant, mais en fait, le mot ou le concept de culture, c'est extrêmement large, c'est extrêmement diffus. Je prends comme point d'appui sur ce propos la définition donnée par la déclaration de Mexico en 1982, qui était une réunion de l'UNESCO. Et voilà la définition de la culture qu'il donne. Donc on imagine, hein, c'est le fruit d'un compromis entre énormément d'États différents, énormément de langues différentes, et de définitions de ce qu'est la culture. Et voilà à quoi ils aboutissent. La culture, ce serait un ensemble des traits spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe les arts, le mode de vie, les droits de l'homme, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. La culture façonne les individus et les sociétés en favorisant l'unité par le biais de valeurs et de traditions partagées. Alors, c'est une définition extrêmement englobante, puisqu'on a des éléments matériels et immatériels, des éléments religieux et juridiques, et on a également des mœurs ou des traditions ou des systèmes de valeurs.
Et face à cette définition extrêmement large, la question que je me pose, en fait, c'est mais qu'est-ce qui n'est pas culturel? Comment trouver un objet qui ne soit pas culturel à partir de cette définition? Je crois que c'est quasiment impossible, en fait. On a coutume de dire en philosophie que lorsqu'une définition est beaucoup trop large, eh bien elle n'est pas utile en fait. Puisque s'il n'y a aucun élément hors de la culture, comment est-ce que je peux définir ce qui est culturel et ce qui ne l'est pas? Ce qui appartient à ma culture ou ce qui n'y appartient pas? C'est extrêmement impossible, c'est extrêmement difficile, pardon, et je pense que c'est quasiment impossible. Mais je ne veux pas jeter la pierre à ces personnes qui ont beaucoup travaillé pour obtenir cette définition en 1982. Je pense que c'est un véritable problème du concept en lui-même, et je ne suis pas le seul à le penser. C'est pas, on ne va pas réussir à dépasser ce problème en ayant une super définition qui va effacer ce qui est culturel et ce qui ne l'est pas. La fin de la définition, d'ailleurs, donne un petit avant-goût du problème dans lequel on est en train de mettre le doigt. La culture façonne les individus et les sociétés, en favorisant l'unité par le biais de valeurs et de traditions partagées. Donc, on essaie de définir un objet qui en fait nous définit nous-mêmes, qui nous définit nous en tant qu'individus, mais qui nous définit également nous en tant que groupe. Donc c'est un pan entier de l'identité humaine en fait qu'on essaie de pointer du doigt. Or, c'est très difficile quand un acteur essaie de pointer une partie de lui-même et de la séparer du reste. Ça semble un petit peu compliqué. Avançons un peu. Donc, si tout est culturel, eh bien vérifions un petit peu. Et effectivement, dans le langage courant, on parle de culture littéraire. Ça, c'est mon premier item avec le petit livre ouvert. Il y a une culture littéraire, oui, il y a différentes cultures littéraires. On peut être fan d'heroic fantasy, de science-fiction, de romans historiques. Ce sont à chaque fois des éléments culturels. Il y a la culture pictographique, la culture de la connaissance des tableaux, par exemple. On a la culture du théâtre, on a la culture du cinéma, la culture des jeux vidéo. Des jeux vidéo depuis 30 ans sont devenus un espace culturel, comme on dit aussi. La culture musicale pop, plus ancrée dans le XXe et le XXIe siècle, la culture sportive également, la culture télévisuelle, la culture culinaire et la culture cinématographique. Ce sont que des exemples, j'aurais pu ne pas arrêter la liste, mais c'était un petit peu pour montrer effectivement qu'on a une capacité à définir des zones de spécialisation culturelle quasiment tous les ans, tous les 10 ans, on va créer ou découvrir qu'il y a un espace dans lequel des êtres humains créent des références et se crée un espace culturel dans lequel ils vont pouvoir échanger. Et cette difficulté à cerner la culture, eh bien, certains chercheurs, comme ceux que je cite de 1952, vont faire une étude et montrer qu'on a pour eux et leurs recherches, plus de 164 définitions différentes. Dans un autre livre qui datait des années 90, j'avais lu 200 définitions différentes. Et quand ces chercheurs disent que la culture a 200 définitions différentes, ils ne veulent pas dire dans les journaux, dans la presse ou ailleurs, non, dans la science sociale, c'est-à-dire parmi les spécialistes qui étudient les phénomènes culturels, on peut trouver jusqu'à 200 définitions techniques différentes de ce qu'est la culture. Donc c'est vraiment pas un hasard qu'on ait du mal à savoir ce qui est évidemment culturel ou pas. Et là où je veux en venir, c'est qu'on fait tous partie d'une culture, je pense qu'on fait tous partie même de différentes cultures, culture institutionnelle, culture familiale, culture de notre ville, culture de notre pays, et que peut-être même en groupe d'amis, on va fabriquer des sortes d'éléments culturels qui ne sont propres qu'à ce groupe d'amis. Et il y a une différence avec être cultivé. Être cultivé, lorsqu'on dit que quelqu'un est cultivé ou qu'il n'est pas cultivé, eh bien ça ne veut pas dire qu'il n'appartient à aucune culture. Ça ne veut pas dire qu'il n'appartient à aucune sphère de référence. On veut dire autre chose. Et qu'est-ce qu'on veut dire? Bon, en général, lorsque ça veut dire que cette personne maîtrise la culture dite classique. C'est-à-dire des éléments qui sont socialement valorisés comme appartenant à une culture dite supérieure. Alors là, j'ai donné quelques items, c'est encore une image générée par IA. On peut avoir la culture théâtrale, premier item tout en haut. On peut partir à droite, avoir une culture très avancée sur la géographie, le nom des fleuves, le nom des montagnes. On peut avoir une culture très forte et très développée sur la musique classique, etc. etc. Ce type de culture-là, c'est un type qui va être socialement valorisé,
Donc quelqu'un qui va démontrer des compétences dans ces cultures-là va plus facilement démontrer sa compétence culturelle, sa compétence sociale. Contrairement à quelqu'un, par exemple, qui va avoir une très grosse culture du jeu vidéo, dont je parlais tout à l'heure. Bon, c'est pas très socialement valorisé, la culture du jeu vidéo. Quand je dis socialement valorisé, ça veut dire quelque chose qui va être reconnu quasiment automatiquement comme une culture qui est bien vue. Et on va voir un petit peu pourquoi. La culture générale, qui est un peu différent de la culture en sens classique, c'est un type de culture particulier que j'essaie de définir de la façon suivante, c'est d'avoir une connaissance claire sur des objets très variés. On a aussi parlé de polymatie dans le passé pour décrire cette capacité à avoir un petit peu de connaissance sur beaucoup de choses. Un petit peu de connaissance sur beaucoup de choses, ça veut dire que ce n'est pas nécessairement être savant sur toutes les choses, pas du tout. Ce n'est pas l'érudition. Non, quelqu'un qui a une bonne culture générale, c'est en fait un spécialiste de rien, mais qui est capable un petit peu de parler de tous les sujets sans dire de grosses bêtises. C'est-à-dire quelqu'un qui a on va dire, une perspective sur la connaissance qui lui permet d'intégrer plus facilement plus de connaissances parce que les fondations ont été bien posées. Voilà, c'est une petite image pour symboliser cela, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une bonne culture générale, c'est quelqu'un qui est un peu au haut d'une colline, et cette colline, puisqu'il la maîtrise, eh bien ça va lui permettre d'avoir une perspective sur l'ensemble de la connaissance. Là, ce sont les montagnes derrière l'ensemble de la connaissance. Si j'ai une bonne culture générale, je ne suis pas un physicien en physique nucléaire. En revanche, je peux comprendre un article de vulgarisation sur la physique nucléaire parce que j'ai quelques notions de ce que la recherche en question, où on en est, et donc je peux suivre un petit peu les débats et les discussions sur ces questions-là. Je ne suis pas un spécialiste en littérature du 19e siècle, mais je peux parler un petit peu de Madame Bovary, je vois un petit peu quel a été le scandale de Madame Bovary lorsque le livre a été publié, je connais les thèmes principaux, je connais les personnages principaux. Donc si je vois un spécialiste de Madame Bovary essayer de m'expliquer sa recherche, je peux le comprendre et je peux le suivre. Je ne suis pas complètement perdu vis-à-vis de ces sujets. Et c'est ça un petit peu la différence entre quelqu'un qui va avoir une culture générale développée et quelqu'un qui n'aura pas de culture générale développée, cette sensation d'être complètement perdu en face d'un objet. Et le but d'un cours de culture générale, pour des étudiants de première ou de deuxième année, c'est justement d'essayer de mettre le pied à l'étrier et de donner ces fondations, de donner ces bases-là, et de provoquer une curiosité. De provoquer une curiosité chez l'étudiant ou l'étudiant pour que cette personne aille ouvrir des livres, aille lire par elle-même et commence à se cultiver elle-même. Alors, depuis quand on fait ça en fait? Depuis quand on essaie de pousser les étudiants à avoir cette curiosité et à aller ouvrir des livres? Eh bien, en fait, depuis très longtemps, et ça va être l'objet de ce grand 1. Les études supérieures, telles qu'on peut les cibler en tant que comportement, c'est-à-dire des personnes qui, entre 18 et 22-23 ans, après une formation initiale complète, vont ensuite avoir une formation plus précise qui va intégrer des éléments de culture de façon systématique, eh bien on voit ça depuis à peu près 5000 ans. On voit ça depuis la Mésopotamie, pour aller extrêmement rapidement. Et ça ne s'appelait pas culture G à l'époque. On ne sait pas, je pense, comment ça s'appelait sous la Mésopotamie, ce genre d'enseignement. Par contre, on sait comment ça s'est appelé en Grèce. On appelait ça la paideia, c'est-à-dire un ensemble d'éléments culturels minimaux en littérature de l'époque, c'est-à-dire Homère et l'Odyssée, en mathématiques, en rhétorique, en philosophie. Et ces ensembles d'éléments permettaient à des jeunes Grecs, qu'ils soient nés à Massilia, donc une colonie au sud de la Gaule et qui est devenue Marseille, qu'ils soient nés en Sicile, qui était également peuplée de Grecs, ou qu'ils soient nés en Grèce elle-même, eh bien, ils pouvaient se rencontrer et ils pouvaient discuter et se reconnaître comme faisant partie d'un même groupe social et d'un même groupe culturel. Et on a donné le nom Paideia à cela. Et c'était quelque chose qui était volontairement... c'était pas un hasard, c'était une volonté des Grecs de donner un enseignement qui permette justement des constitutions de ce groupe social. À Rome, on a appelé ça les humanitas, et on va retrouver également un ensemble d'enseignements, que ce soit philosophie, littérature, mathématiques,
un ensemble minimum, on va dire, qui permet justement d'avoir un ensemble de connaissances pour échanger. Pendant la Renaissance européenne, entre le XVe et le XVIIe siècle, on a également ces humanitas qui reviennent. Hein, l'importance de l'exemple gréco-romain n'est pas à démontrer. Et encore aujourd'hui, en France, les classes de culture générale, les classes d'hypocagne, qu'on appelle première supérieure, classe préparatoire littéraire, eh bien au XIXe siècle jusqu'au début du XXe siècle, on les appelait les classes de rhétorique. Et lorsqu'on regarde les matières qui sont enseignées en classe préparatoire littéraire, eh bien on a la géographie, l'histoire, langue vivante, philosophie, un peu de cartographie pour certains. Bref, un ensemble de compétences, un ensemble de connaissances que les étudiants doivent maîtriser après 2 ans, voire 3 ans de formation pour passer le concours de normale supérieure. Donc en quelques mots, c'est cette espèce de longue file en fait qui nous vient de la lointaine antiquité, mais qu'on retrouve à travers différentes sociétés, de formations avancées dans lequel il y a une sorte de paquet culturel minimum qu'on considère nécessaire pour être cultivé, pour être un jeune qui a fait des études. Alors, la petite laïus, si on ne fait pas d'études sans lire de livres, c'est impossible. Alors, Mésopotamie, ce n'était pas des livres, mais plutôt sur d'autres supports. Mais l'idée est la même. Ce sont des jeunes qui doivent se mettre seuls à lire des livres pour avoir des éléments de contexte supplémentaires et pour accroître leur capacité d'argumentation. Car lire un livre de façon régulière, avoir cette discipline de lecture personnelle, c'est-à-dire tous les jours j'ouvre un livre et quand je me couche je referme le livre, eh bien ça a des effets. Ça a des effets d'abord cognitifs. Votre cerveau intègre des syntaxes différentes, des façons d'écrire et des façons de vous exprimer qui ne sont pas les vôtres, mais celles de l'auteur que vous lisez. Un vocabulaire qui s'enrichit. Plus vous voyez des mots utilisés, et ça peut vous donner l'occasion de voir des mots que vous ne connaissez pas et d'aller les chercher. Et puis enfin, c'est un peu anti-stress, hein, faut pas hésiter à couper les écrans et à lire un bon livre, ou même un livre un peu ennuyeux avant de dormir, ça fonctionne très bien. Ensuite, ça a des effets sociaux. C'est-à-dire que les connaissances que vous intégrez vont vous permettre d'aller plus facilement vers autrui et d'aller vers des zones sociales ou des sphères sociales qui ne sont pas forcément les vôtres. Plus vous emmagasinez de connaissances sur un nombre illimité de sujets, et plus vous allez être en capacité de rentrer en contact avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément de votre milieu. C'est l'augmentation des références. Ça vous donne des sujets de conversation, si j'ai envie d'être bêtement prosaïque. Et il ne faut pas, je pense, dénigrer cette capacité de la culture générale en fait, à rapprocher les individus les uns des autres. Alors là, j'ai demandé à l'IA de faire des petites images sympathiques pour un peu cadrer ce que je viens de vous raconter. Donc la Mésopotamie, on est entre moins 3400 et moins 2000 à peu près de l'ère commune. Mésopotamos, ça veut dire, ce sont deux mots grecs, ça vient de deux mots grecs qui signifient entre les fleuves, entre deux fleuves, et ces deux fleuves, ce sont les Tigres et l'Euphrate. La Mésopotamie, c'est entre l'Iran et l'Irak actuel. Alors ça peut paraître surprenant hein, que je parte de là, mais les historiens considèrent que ce qu'on appelle l'Occident, avec des grands guillemets, hein, tant ce concept est bien remis en cause avec juste titre aujourd'hui, eh bien ça commence en Mésopotamie. L'Antiquité de la Mésopotamie, c'est un petit peu nos grands-parents historiques, et l'Antiquité gréco-latine, nos parents historiques. Nous avons un lien direct avec l'Antiquité gréco-latine, mais nous avons un lien indirect avec la Mésopotamie. Je vous donnerai 2-3 exemples, mais je vais vite passer à autre chose. Si on compte en heures, en minutes et en secondes par base 60, 60 secondes égale 60 égale minute, 60 minutes égale 1 heure et 24 heures font une journée, ce sont les Mésopotamiens qui le mettent en place par l'analyse du temps de la journée et parce que leur système de base de calcul était en base 60. De la même façon, les signes du zodiaque ont été transmis depuis la civilisation de l'Indus par la Mésopotamie au gréco-latin et jusqu'à nous. Donc il y a un ensemble d'éléments culturels, organisationnels et scientifiques qui nous viennent de la Mésopotamie. Et grâce aux recherches archéologiques, on sait qu'en Mésopotamie, déjà, on a des jeunes hommes, hein, bien sûr, l'éducation supérieure est uniquement réservée au genre masculin durant l'Antiquité. Ces jeunes hommes vont prendre un cours auprès d'un maître scribe entre 9h du matin et midi, ils font une pause d'1 heure, et puis ensuite ils y retournent de 1h à 17h, ensuite ils rentrent chez eux, ils ont des exercices à faire, et ils y retournent le lendemain. Et ils font ça du lundi au vendredi, et puis ils s'arrêtent le week-end. Ça nous ressemble quand même beaucoup lorsqu'on voit un étudiant qui fait des études.
Et que peut faire un scribe à la fin de ces quelques années de formation? Il peut rédiger des contrats commerciaux, il peut rédiger des contrats de mariage, il peut faire tout ce qui en fait est nécessaire dans une société complexe, avec des échanges déjà assez évolués entre cités, avec un système d'impôts évolué également. Et on a besoin de ces personnes qui vont maîtriser en fait l'écrit d'un point de vue professionnel, qui vont maîtriser une compétence particulière dont on a véritablement besoin. Avançons dans le temps, et même énormément. Cette fois-ci, je suis à Athènes, donc le fameux berceau de la démocratie, comme vous le savez. Et entre 450 et 350, on a l'aboutissement, on va dire, de la forme démocratique par Périclès tout d'abord. Puis Périclès disparaît après la guerre contre Sparte. Le pauvre meurt de la plague, de la... Bon, j'ai oublié le mot en français là tout de suite, mais d'une maladie issue du siège, et la peste. Et que fait Périclès 10-15 ans avant son triste trépas? Il fait venir à Athènes les sophistes. Les sophistes, ce sont des spécialistes en rhétorique qui font fort d'apprendre toujours aux jeunes hommes fortunés d'Athènes à bien argumenter. Je vais passer toutes les critiques qui ont été faites sur eux par Platon, mais ce qu'on doit garder pour le cours d'aujourd'hui, c'est que ces rhéteurs inventent en fait des méthodes pour enseigner aux jeunes à comment mieux argumenter. Alors c'est un besoin véritablement presque vital pendant la période athénienne, puisqu'il n'y a pas d'avocat, vous vous défendez vous-même au tribunal, il n'y a pas de représentant politique au sens moderne, mais chaque citoyen défend son opinion politique à l'ecclésia, et donc participe directement, c'est la démocratie directe athénienne, à la destin de la cité, au choix des lois. Et donc il est nécessaire en tant que citoyen de savoir se défendre, de savoir exprimer son opinion le mieux possible. Et cet enseignement de qualité bien disparaît lorsque Athènes est vaincue par Sparte et lorsqu'une période de dictature s'ensuit. Et la dictature athénienne prend fin et la démocratie athénienne est réinstaurée, et on fait une sorte de chasse aux sorcières anti-sophiste, et c'est la raison du procès de Socrate en 399 avant notre ère. Il y a une date à garder, c'est celle-ci, parce qu'elle a été très importante à de nombreux points. Et Socrate est condamné pour sophistique et corruption de la jeunesse. Parce que les démocrates athéniens considèrent que ces sophistes étrangers ont perverti la pensée de toute une génération, et qu'il faut se débarrasser d'eux. Problème, on n'a plus de sophistes, mais on a quand même besoin, toujours dans une démocratie athénienne, de personnes qui maîtrisent l'art de l'argumentation. Et là, vous avez deux enseignants qui, entre guillemets, reprennent un petit peu le duopole. C'est d'un côté Isocrate, qu'on a un peu oublié, et puis un autre qu'on n'a pas du tout oublié, qui s'appelle Platon. Et Isocrate et Platon fondent leurs propres écoles et continuent à enseigner la rhétorique et par des exercices pour éveiller à l'argumentation. Et ils reprennent en grande partie, on pense en tout cas, les exercices des sophistes. Notamment ce qu'on appelle le dialogoi, c'est-à-dire le double logoi, le double discours. C'est en gros, premièrement, fais-moi la défense d'Hélène de Troie et dis-moi pourquoi elle est innocente. Deuxièmement, ensuite, tu me dis pourquoi Hélène de Troie est coupable de la guerre de Troie. Et alors je prends cet exemple parce qu'il est donné par Platon. Et si vous imaginez ce genre de question qui est posée en permanence, eh bien c'est le plan en deux parties, deux sous-parties, qu'on fait à Sciences Po, par exemple en France, ou dans d'autres éléments, et c'est en général l'exercice qu'on fait encore en culture générale aujourd'hui. C'est-à-dire demander à des étudiants sur un sujet de sortir une problématique et d'être capable d'argumenter pour cette problématique, contre cette problématique, et ensuite de donner sa propre opinion. Cette modalité de formalisation et d'entraînement à l'argumentation, c'est ça qu'on hérite, que les Grecs vont récupérer de la Mésopotamie, et c'est ça que les Athéniens vont pousser à un degré de professionnalisation tellement grand que ça donne la philosophie derrière. Mais je n'entre pas dans les détails. Donc, procès de Socrate en 99, sophiste rejeté par Athènes après la défaite de Sparte, et on continue à enseigner la rhétorique, l'art de bien gouverner. Et dans le texte que j'ai donné à lire à mes étudiants dans la seconde partie du cours, c'est le texte de Protagoras, donc qui est tiré d'un écrit de Platon, et c'est le mythe de Protagoras. Pourquoi le mythe de Protagoras? Parce que Protagoras explique, alors Protagoras était le sophiste le plus célèbre et le maître de Périclès, et donc il était reconnu comme le plus grand et le plus sage. Et Protagoras, dans
par l'écrit de Platon, explique une chose assez fondamentale, c'est la fondation éthique de la démocratie. Pourquoi est-ce que chacun est digne de donner son opinion sur les choses publiques? Eh bien parce que les dieux lui ont donné eidos edike, lui ont donné la pudeur et la vertu, et la justice, pardon, la pudeur et le sens de la justice. Et pour Protagoras, tous les hommes ont reçu la pudeur et le sens de la justice en égal partage. Et parce que nous avons ce rapport aux valeurs, parce que nous avons ce rapport à autrui, selon Protagoras, les humains peuvent faire cité et peuvent donc discuter politique, et donc la démocratie s'en trouve validée. En opposition à Protagoras, on a la position de Socrate, toujours écrite par Platon, qui dit qu'en fait, la chose publique, la chose politique est très sérieuse et qu'il faut le laisser à des spécialistes. Et Socrate donne cette fameuse analogie, on ne va pas demander à n'importe qui des conseils pour fabriquer un navire de guerre. On va aller demander le conseil de quelqu'un qui sait faire des vaisseaux de guerre, et donc qui a une technique, qui a une compétence pratique particulière. Et Socrate explique que la politique, c'est pareil. On ne devrait pas laisser n'importe qui parler politique ou décider de l'avenir de la cité. Il faudrait des personnes qui soient spécialisées et à qui on va déléguer la question de savoir quelle doit être la bonne loi. Platon, dans un autre texte qui s'appelle La République, va bien développer cette position, qui est une position en fait antidémocratique, qui est une position qu'on pourrait qualifier d'élitiste ou de technocratique, et c'est la position de Platon où il explique qu'il y a les gardiens, les fameux gardiens rois philosophes, qu'on retire de la cité pour avoir un enseignement de plusieurs décennies. Ils n'ont pas le droit d'avoir de possession matérielle, et c'est à eux qu'on confie les rênes de la cité. Donc c'est une position très différente de celle de Protagoras, qui, au contraire, pense que la délibération et l'argumentation entre égaux, et que nous sommes tous égaux pour le faire, est nécessaire. Et donc ces deux visions et permettent un peu d'expliquer pourquoi on peut avoir deux positions très différentes sur la responsabilité commune de la chose publique. Bien. Je reviens à mon élément premier. Longtemps, cultiver, ça voulait dire tout simplement être riche. C'est-à-dire que la culture valorisée était la culture des élites sociales. Et ça, c'était vrai en Mésopotamie, en Grèce, puis ensuite à Rome et à la Renaissance. Il faut agir comme les élites sociales si on veut faire partie d'elles, il faut savoir les mêmes choses qu'elles, et enfin, pour être reconnu par elles, il faut savoir parler comme elles. Et donc on va retrouver cet arbitraire social dans la culture absolument à toutes les époques. Donc par exemple sous l'Ancien Régime, c'est la culture de la noblesse qui était considérée comme la culture par excellence. Et puis en France, on voit au XVIIe, XVIIIe siècle petit à petit la montée de la bourgeoisie, la prise au pouvoir à la fois politique et symbolique de la bourgeoisie en 1789, et enfin, au XIXe siècle, c'est la culture bourgeoise qui s'instaure, il y a une fusion sociale entre la haute bourgeoisie et la noblesse à ce moment-là, on ne fait plus trop de différence, et c'est la culture bourgeoise qui devient la culture qu'il faut intégrer. On reprend un petit peu ça, on le remet dans une autre forme. Maintenant, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle la culture classique, rappelez-vous, ce qui veut dire être cultivé. Alors c'est une culture qui est un peu chère à acquérir à l'époque. Il faut un maître particulier, ça demande des années, et il n'y a qu'une très faible partie de la population qui peut se le permettre. Notamment, et on va les trouver d'abord dans les noblesses des villes, grandes et moyennes du XVIIe siècle. Et que fait cette noblesse des villes? Eh bien, elle apprend la philosophie, la poésie, le théâtre, la musique. À l'époque, c'est la musique, mais aujourd'hui on dit la musique classique. La sculpture aussi, et différents arts picturaux. Donc être cultivé, c'est avoir des connaissances assez fermes dans l'ensemble de ces éléments, dans l'ensemble de ces domaines. Et là, on retrouve les humanitas dont on parlait tout à l'heure. Au XIXe siècle, la culture bourgeoise, à tous ces items, va rajouter le romantisme, c'est-à-dire les romans, qui ne sont pas un genre majeur au XVIIe, XVIIIe siècle, ça commence, mais c'est vraiment le XIXe qui lui donne ses lettres de noblesse. Et la photographie, par exemple, également. Au XXe siècle, on va rentrer dans une nouvelle ère culturelle qu'on va appeler la culture de masse. Alors la culture de masse, elle n'est pas chère du tout, contrairement à l'autre, elle est plutôt gratuite, elle s'adresse justement à ceux qui ne peuvent pas se permettre les coûts importants de la culture classique, et c'est ce qu'on va appeler aussi la culture populaire au XXe siècle. Le sport, ça commence fin 19e siècle, mais surtout au début du 20e siècle, on va avoir des retransmissions radio et des journaux qui vont parler des événements sportifs. Le cinéma qui apparaît également, qui va se développer. La télévision, là c'est plutôt deuxième partie du XXe siècle, et la radio, on est les années 20, puis tout le reste du XXe siècle.
Alors, cette culture de masse, en général, elle est contrôlée, c'est-à-dire qu'on a soit un émetteur principal qui est l'État qui contrôle les ondes et qui contrôle ce qui se passe sur les ondes, soit on a un producteur qui va décider le script, qui va décider ce qui va être dit. Donc on a une concentration du contrôle, et c'est en général une culture extrêmement chère à produire. On ne fait pas un film de cinéma comme ça, on ne monte pas une chaîne de télévision avec quelques euros. Enfin, on va rentrer peut-être dans ce qu'on appelle la culture numérique, fin du XXe, début du XXIe siècle. Une culture numérique qui est marquée par la gratuité, la diffusion maximum et l'instabilité aussi. Alors qu'est-ce que j'entends par là? D'abord gratuite parce que eh bien, si vous avez un ordinateur ou un smartphone, vous pouvez d'abord accéder à cette vidéo par exemple. Cette vidéo, c'est vrai que j'ai dû investir dans un ordinateur, de la lumière et une webcam, mais ça n'a rien à voir avec les coûts de création culturelle antérieurs dont on parlait. Elle est déconcentrée, n'importe qui peut créer des vidéos, échanger. Et pourquoi instable? Eh bien, on voit que cette culture, elle est faite de modes, elle est faite de mèmes, elle est faite de constante évolution, et donc il est difficile même de lui donner une forme fixe. Les personnes qui font des études académiques sur les cultures numériques, eh bien tous les 3-4 ans, elles vous diront que tout est à refaire en fait. Quel que soit l'objet étudié, ce sont des objets extrêmement mouvants. Alors que la culture classique, elle reposait sur des normes extrêmement fixes, extrêmement claires, et soit vous en faisiez partie de cette culture classique, soit vous n'en faisiez pas partie si vous respectiez ou non les normes en question. Alors que dans la culture numérique, on a l'impression qu'il y a un jeu avec les normes qui est de repousser et de transformer ces normes en permanence pour de la nouveauté. Quelques petits passages vers les trois philosophes qui ont donné leur acceptation, leur compréhension de ce qu'est la culture. Descartes, fameux philosophe du XVIIe siècle, lui, la culture, à quoi ça sert? Ça sert à apprendre à juger. Plus vous êtes cultivé, plus vous savez de choses, et plus vous allez pouvoir vous construire une éthique individuelle. Vous allez pouvoir savoir ce qui est juste et ce qui est injuste. Donc là, on gagne une nouvelle dimension. Savoir beaucoup de choses savoir peu de choses sur beaucoup de choses, ça n'est pas inutile d'un point de vue moral, selon Descartes. Kant, on a inventé un siècle, le philosophe des Lumières, très célèbre également, ça permet à l'individu de se donner des objectifs qui lui plaisent. Oui, plus vous savez de choses, plus vous connaissez de façons de vivre, et plus vous êtes libre de choisir une de ces façons de vivre. Que l'on parle de profession, que l'on parle de religion, que l'on parle de quelque comportement que ce soit, il faut d'abord les connaître pour pouvoir les choisir. Donc là, on intègre une dimension de liberté individuelle, en fait, dans le fait de gagner en connaissance. Enfin, Hegel, très célèbre philosophe allemand, la culture sert également des objectifs objectifs et non simplement subjectifs. Elle sert au groupe, elle sert l'univers. C'est pas une citation, c'est plutôt une façon de présenter l'aspect collectif de la culture. Qu'est-ce que tu veux dire par des objets objectifs? Cela signifie que dans la philosophie hegelienne, l'individu est toujours part d'un mouvement plus général et il n'est qu'une partie d'un mouvement sur lequel il ne peut pas véritablement lutter. Et ça va assez loin chez Hegel, puisque selon lui, l'humanité, qu'elle le veuille ou pas, est en train aboutira un jour à ce que l'univers soit conscient de lui-même. Et donc les progrès techniques, les progrès sociaux, c'est uniquement fait dans un vaste mouvement pour que l'univers prenne conscience de lui-même. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans la philosophie de Hegel, c'est très compliqué, je ne la maîtrise pas. Mais avec Hegel, on rentre dans la dimension sociale, la dimension étatique du rôle de la culture. Ce n'est pas uniquement un besoin individuel, il y a un intérêt collectif à ce que les citoyens soient cultivés ou intègrent plus d'éléments culturels. Et là, j'arrive à mon grand 2 et on se retrouve à la vidéo suivante.